Donc, bonsoir à tous et bienvenue pour cet apéro at home. Donc, je me présente, moi je suis Manon Saillard, je travaille pour le réseau Junia Lumi. Donc, je suis chargée de communication et projet depuis 2 ans maintenant. Du coup, je vous présente un petit peu le concept des apéros. C'est un concept qu'on a lancé au tout premier confinement pour maintenir le lien entre les diplômés et les étudiants et qu'on a fait perdurer puisqu'on trouvait que c'était quand même un événement assez convivial qui rassemblait beaucoup de monde. Et donc, le concept de cet événement, c'est de partager tous ensemble autour d'un sujet ou d'une thématique entrepreneuriat comme ce soir. On a eu la volonté de l'ouvrir un peu à nos entrepreneurs et les mettre en avant aux entrepreneurs diplômés juniors, diplômés ou étudiants d'ailleurs. Et donc, pour découvrir un peu les parcours et les différentes entreprises qui ont pu être créées. Donc ce soir, c'est Alexandre Cottard, diplômé de HEI 2013, qui va vous présenter son parcours, pardon. Mais avant ça, ce que je vous propose pour que Alexandre vous connaisse un petit peu et sache pourquoi vous êtes là, je vous propose de faire un petit tour de table. J'en ai perdu deux pendant ma présentation. J'espère que c'est pas à cause de ma présentation. Donc de faire un petit tour de table rapidement, juste dire qui vous êtes, de quelle promo si vous êtes de Junia, et ce qui vous intéresse dans le sujet de ce soir. Et si vous avez des questions particulières à poser à Alexandre, vous pouvez les poser directement. Et une petite précision aussi, donc ce soir c'est un événement convivial. On n'est pas là pour faire une présentation très formelle. Le but c'est vraiment d'échanger, donc n'hésitez pas à prendre la parole et à interagir entre vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement. Moi, si vous n'avez pas de micro, posez-les dans le chat, je me ferai porte-parole, mais voilà, n'hésitez pas. Donc, si on peut commencer le petit tour de table. Jeanne, est-ce que tu veux bien commencer? Oui, pas de souci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, je suis Jeanne Le Gonidec, je suis en H5 BTP. J'ai participé à plusieurs apéros home comme celui-là, alors j'ai voulu continuer cette année parce que je m'intéresse de plus en plus à l'entrepreneuriat, donc c'était l'occasion. Ok, super. Merci Jeanne. Johan, je ne sais pas si tu nous entends et si tu as un micro. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots et dire ce qui t'intéresse dans la thématique de ce soir? Tu n'as pas de micro. Est-ce que tu peux faire une petite présentation par écrit? Et pareil pour Pierre, est-ce que soit vous pouvez activer le micro et chacun, vous tous qui êtes autour de la télé, vous présenter rapidement ou nous écrire un petit résumé dans le chat pour qu'on sache un petit peu qui est présent et ce qui vous intéresse dans ce soir, sur la thématique de ce soir, ce que vous voulez apprendre. Voilà, si vous avez des questions à poser à Alexandre. Bonsoir William. Bonsoir, désolé pour le retard. Pas de souci. On était justement en train de faire un petit tour de table pour se présenter et dire ce qui vous intéresse dans la thématique de ce soir. Donc, si tu veux prendre la parole, je te la laisse. Oui, alors par contre, je me souviens même plus de la thématique. Et c'est entreprendre avec Alexandre Cottard. Donc, Alexandre qui est là, qui va présenter un petit peu son parcours juste après. Ouais. Bah, après moi, l'entrepreneuriat, ça m'intéresse, le faisant aussi. Mais je me souviens plus, c'était quoi ton entreprise, Alexandre? Alors moi, mon entreprise, c'est Alcast. Et puis, depuis 2 ans, je suis entré au capital d'une autre société. Je me suis associé avec deux autres personnes dans une société qui s'appelle M plus M. D'accord. Voilà. Voilà. Bah voilà, donc c'était un peu un domaine qui m'intéressait. D'accord. Ok, super. Parce que moi, je suis dans le bâtiment, je fais monter ma boîte de construction. D'accord. Voilà. Ensuite, du coup, il y a Johan qui nous a répondu sur le chat. Donc, Johan qui est en BTP, il voudrait entreprendre dans le milieu du BTP. Il a déjà des idées et il voulait voir l'expérience d'un ancien diplômé HEI. Donc, parfait. J'espère que ça va répondre à tes attentes. Est-ce que Pierre, tu peux nous dire aussi qui est avec toi et un petit peu ce que vous attendez de ce soir dans le chat? Et on accueille Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour à Euh, tous. Ah, parfait, j'allais te demander si tu avais un micro. On est en train de faire un petit tour Bonjour. de table pour voir un petit peu qui est présent et ce qui vous intéresse ce soir. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2 mots
Pour ma part, je suis sorti d'HEI en 2014 en filière BTP. J'ai travaillé pendant 3 ans pour le groupe Vinci en conduite de travaux. Maintenant, je suis chez JC Deco, toujours en conduite de travaux. Et ce qui m'a intéressé ce soir, c'était de voir un petit peu le parcours sur l'aspect entrepreneurial surtout, voir un petit peu comment sont passés les débuts et quelle était la situation actuelle. Ok, parfait. Merci. Et du coup, Pierre nous a répondu dans le chat. Du coup, pour vous remettre dans le contexte, pour ceux qui n'étaient pas là au début, ils sont plusieurs et ils projettent la conférence sur la télé. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de caméra. Ils sont plusieurs autour de la table. Et donc, ils sont colocataires HEI 5, IT et droit, qui projettent de monter une entreprise. Ils n'ont aucune connaissance fonctionnelle sur l'entrepreneuriat. Ils sont donc là pour commencer à emmagasiner des connaissances et de l'expérience sur le sujet. Ce sont des HEI 2020. Parfait. J'espère que ça va répondre à vos attentes. Avant de passer la parole à Alexandre, je vous propose qu'on trinque tous ensemble. Comme je vous l'ai dit, c'est un événement convivial. N'hésitez pas à prendre la parole, à poser vos questions dans le chat si vous n'avez pas de micro. N'hésitez pas à activer votre caméra quand vous prenez la parole pour que ça soit plus facile aussi au niveau interaction. Et voilà, maintenant, je vais arrêter de parler et je vais laisser la parole à Alexandre et je vous dis à la vôtre. Je te remercie, Manon. Bon, alors moi, je n'ai pas de verre à la main, mais puis j'ai essayé d'avoir un peu en tête toutes les questions un peu de tout le monde, mais je vais essayer de faire une trame, un peu de me présenter, et puis comme ça permettra de répondre à certaines questions. Et puis n'hésitez pas à revenir et à me reposer vos questions si jamais je ne les ai pas abordées. Alors, pour commencer, donc Alexandre Cottard, donc HEI 2013, j'ai 34 ans. Et je suis lyonnais, et donc plus particulièrement de la région de Haute-Savoie. Et je vais bientôt me marier et je n'ai pas d'enfant. Voilà. Comme ça, il y a un peu le zoom sur moi. Après, donc, pour arriver un peu au niveau professionnel, mon cheminement. Donc après HEI, donc moi HEI, j'ai fait, pour finir HEI, j'ai fait le domaine OME, mais je ne sais plus s'il existe encore à HEI. Je crois qu'il y a une spé particulière sur l'entrepreneuriat maintenant, mais je ne suis pas très au fait de ça. C'est ça, il y a une spécialisation en entrepreneuriat. Voilà, c'est ça. Et après, j'ai fait une année de césure pour perfectionner mon anglais et avoir mon diplôme. Donc, voilà. Et donc, à la suite de tout ça, j'avais fait mes stages dans le bâtiment, donc que ce soit chez Bouygues Construction et Bouygues Immobilier. C'était assez axé Bouygues. Et puis j'ai bien aimé le volet, j'ai préféré le volet immobilier au volet vraiment purement entreprise. Donc, j'avais goûté un peu aux deux. Et donc, j'ai commencé à travailler à Paris, parce que c'était là un peu où se présentaient le plus d'opportunités et qui permettaient de bosser sur des gros projets. Donc, j'ai commencé à travailler chez ICAD, plus particulièrement ICAD Promotion tertiaire, donc dans l'immobilier d'entreprise. Donc, je ne faisais pas du tout de résidentiel et de bâtiment, de logement. Je faisais uniquement des bureaux, des immeubles de bureaux, des sièges sociaux. Et donc, j'ai commencé à travailler à Paris où j'ai réussi à faire valider mon stage de fin d'études en CDD chez ICAD. Donc, j'ai travaillé chez eux pendant 3 ans, donc à Paris. Et j'ai bossé notamment sur un gros projet qui se situe à Nation, qui s'appelait Le Garance, qui était un gros projet qu'on avait sous-traité à Eiffage Construction et qui faisait 30 000 m² de bureaux pour le ministère de l'Intérieur en superstructure, donc en immeuble au-dessus du sol, et 30 000 m² de centre-bus pour la RATP en enterré, donc en infrastructure, sur 3 ou 4 niveaux, je ne me rappelle plus, qui était le premier centre-bus enterré de la RATP en France, je crois même en Europe. Donc c'était un gros sujet, c'était très très intéressant. Puis d'autres sujets un peu en périphérie de Paris, à Meudon et à un autre endroit, mais j'ai oublié le nom. Bon, passons. Donc en fait, j'ai passé 3 ans là-bas et puis au bout d'un moment, j'ai senti qu'on me demandait un peu dans les grands groupes de suivre les ordres qu'on me donnait
et ne pas forcément donner mes avis systématiques sur les choses. Et donc, il y avait pas mal de choses qui me perturbaient sur les manières de procéder. Et donc, j'en suis arrivé un peu à l'opportunité de me dire pourquoi je ne montrerais pas ma propre entreprise pour pouvoir moi-même décider de comment j'ai envie de mener les sujets, comment j'ai envie d'aborder et de construire l'immobilier de demain, aussi bien en tertiaire, donc en immobilier d'entreprise, qu'en résidentiel. Et donc, ce cheminement a été suivi également d'un cheminement personnel de vie, où à Paris, c'était sympa, c'était bien. À refaire, je le referais. Mais ce n'était pas du tout un projet de vie à long terme. Et j'avais envie de revenir sur le secteur de Lyon et de la région de la Haute-Savoie, qui est un style de vie qui me correspond plus. Donc, je suis rentré sur Lyon et à côté de ça, donc j'ai repris une structure qui s'appelle Alcast, qui avait été créée en 2012 et que j'ai repris, comme ça me permettait d'avoir. Donc, j'ai repris en 2017, qui m'a évité de devoir monter une boîte avec un cabis en 2017 et qui m'a permis d'avoir quelques années avant, parce qu'en plus, la société avait été initialement créée en Haute-Savoie, donc elle datait de 92 exactement. Donc, ça me permettait d'avoir un cabis un peu plus ancien, ce qui m'a facilité un petit peu dans les démarches de financement et de business plan. Voilà, donc je suis arrivé en 2017. J'ai eu la chance également d'avoir, on va dire, un mentor, parce que c'est un peu toujours le cas. C'est rarement une décision qu'on prend tout seul et qu'on fait tout seul. C'est toujours une aventure. Déjà, faut la mûrir et faut avoir de la force et du courage. Mais il faut surtout savoir s'entourer des bonnes personnes, des mentors, des gens qui s'y connaissent un petit peu et qui vont pouvoir vous guider tant personnellement sur votre vie, sur votre équilibre vie perso et professionnel, et sur le fait de mettre les coups là où il faut, de vous structurer un peu votre business plan et de voir un peu que ça peut attirer des investisseurs et que le projet est viable. Donc moi, j'ai fait un business plan sur 3 ans en arrivant, pour prouver que mon activité, en 3 ans, j'allais pouvoir rembourser la somme que j'ai empruntée et que j'allais pouvoir être rentable. Donc, je suis allé voir des investisseurs et j'ai un peu pitché le sujet. Je sais que la grande mode, la grande force aussi que j'ai pas eu, parce que j'ai réussi à trouver quelqu'un qui m'accompagnait assez rapidement, mais j'ai plusieurs de mes amis d'HEI qui ont monté aussi des boîtes, qui eux sont passés par des incubateurs, qui les ont beaucoup aidés dans la structure de leur projet, d'avoir des parrains pour les accompagner et pour leur présenter du réseau pour pouvoir avancer. Donc moi, je suis arrivé à Lyon, donc j'ai réussi à avoir on va dire un mentor familial. Donc j'ai mon père qui était fraîchement à la retraite, a pris beaucoup de temps pour m'accompagner et me guider un peu dans cette démarche entrepreneuriale. Et donc, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et à l'été 2019, donc pendant ces 2 ans, un bref résumé de ce que j'ai fait. Pendant ces 2 ans, j'ai réussi à mon métier, donc c'est à développer, à trouver des opportunités, donc du foncier, de trouver après un montage financier global qui permet de l'acheter, de le financer, de construire un immeuble dessus et après de le louer et de le vendre à un investisseur. Donc, moi, mon but n'est pas du tout de conserver ce que je construis, donc c'est bien de trouver les opportunités, de les construire, de le financer et après de les louer ou de les revendre. Dans un laps de temps entre 24, l'idéal c'est 24 mois. Donc, justement, dans ces 2-3 ans que je m'étais fixé, j'ai réussi à développer une opération de 53 logements, pour le coup, en station. Et puis après, 2 immeubles en restructuration dans la ville de Lyon, un de 8 logements et l'autre de 15. Donc voilà un peu ce que j'ai fait. Quoi vous dire d'autre? Alors je venais du tertiaire et donc j'ai voulu compléter mon panel de compétences. Et donc je me suis dit que pendant ces 2-3 ans,
j'allais me développer une compétence en logement. Donc, je partis de rien, j'en avais jamais fait. Et donc, j'ai essayé de m'entourer et de prendre les infos auprès de gens qui s'y connaissent du secteur, soit des confrères promoteurs, soit des architectes, tous les membres d'une maîtrise d'œuvre de bâtiment et des entreprises aussi. Et donc voilà, donc pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et après, j'avais besoin un peu de. J'ai eu l'opportunité, on va dire, d'un relais de croissance de 2 personnes qui avaient monté leur société aussi, qui ont entre 50 et 55 ans, qui avaient une réussite très établie sur la région lyonnaise et qui avaient monté leur structure pour continuer à leur compte. Donc, ils l'ont créé à peu près en même temps que moi, donc la société s'appelle M+M, donc Marc et Marc, les 2 fondateurs. Et donc, après ces 2 années, on a eu autant eux qui recherchaient un relais de croissance en termes d'âge et en termes de compétences, et moi de la même manière. Donc, ça m'a permis de m'associer avec eux. Donc, ma société est rentrée au capital de la leur. Et ça a permis de grossir. Eux, ils étaient spécialisés en tertiaire, en immobilier d'entreprise. En immobilier d'entreprise. Et moi, j'avais développé une compétence en résidentiel, donc il y avait une certaine complémentarité là-dessus. Ce qui permet aujourd'hui, donc ça fait 2 ans, que maintenant on fait grossir M+M et la marque M+M, tant au niveau de l'immobilier d'entreprise que du logement. Donc essentiellement sur la région Rhône-Alpes. Donc voilà. Quoi vous dire, aujourd'hui, il y a du boulot, ça marche bien. J'ai eu des hauts, des bas, ça n'a pas été facile. Et donc, heureusement que j'étais bien entouré. Donc voilà. Merci Alexandre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, n'hésitez pas. Ouais. Prenez la parole. Pas dit dans le bon sens ou des trucs, mais. Si vous voulez des compléments d'information, si vous voulez savoir comment il a financé son entreprise, si vous voulez savoir, je ne sais pas. Prenez la parole, n'hésitez pas à le faire directement avec votre micro. Si vous ne l'avez pas dans le chat, je vous ai dit, je me ferai porte-parole de vos questions, il n'y a pas de problème. Est-ce que Pierre était colocataire, vous aviez connaissance, est-ce que vous vous êtes dit, est-ce qu'on pourrait peut-être aussi reprendre une entreprise, ou est-ce que c'est peut-être pas une idée qu'on se fait quand on veut entreprendre. C'est vrai que c'est rare d'entendre qu'on a repris une entreprise, que c'est plus facile. Enfin, plus facile, ça facilite au niveau des dates, etc., comme l'a dit Alexandre. Est-ce que vous l'avez envisagé? Est-ce que maintenant vous l'envisagez depuis qu'il vous en a parlé? Voilà, je rajouterais juste, c'est l'entreprise que j'ai repris, il n'y avait rien, c'était une coquille vide en fait. C'était plus une antenne juridique, il n'y avait rien du tout dedans à la base. Ça n'enlève en rien qu'elle existait déjà, tout à fait. Ils aimeraient créer quelque chose de leurs mains. Ok, très bien. Mais créer quelque chose de ses mains, ça pas forcément. Le véhicule juridique n'est qu'une infime partie, qu'une petite partie de ce que tu vas créer de tes mains. Je ne sais pas si j'ai répondu ou si. Parce que le véhicule juridique, il est certes créé ou repris, mais c'est surtout ce que tu vas en faire dedans qui va permettre de pérenniser ton activité, pérenniser un peu ton idée. Amaury, William, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que vous souhaitez réagir à ce qu'a dit Alexandre? Parce que du coup, Alexandre, quand tu dis coquille vide, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de collaborateurs, il n'y avait pas de base de clients, il n'y avait vraiment rien initialement. Non, il n'y avait rien du tout. Ni collaborateurs, ni revenus, ni recettes, ni charges, ni portefeuille de clients, ni rien du tout. C'était une société qui, à la base, ne faisait pas en plus ça. Donc, j'ai modifié un petit peu les statuts et l'objet du sujet. Parce que mes parents l'avaient utilisé, mon père l'avait utilisé pour d'autres choses avant. En fait. Donc, ok, d'accord. Du coup, c'est une société qui était dans ta famille. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que j'allais te demander comment tu avais pris connaissance du coup de cette société, si c'était une coquille vide. Mais... moi, je voulais créer ma société et en fait, donc mon père qui m'a accompagné, qui m'a guidé, m'a conseillé dans tout ça, m'a dit si tu veux,
il y a une coquille vide qu'on n'utilise pas, donc tu peux la réutiliser, mais sinon, créer ta boîte si tu as envie de créer ta structure, ton véhicule en tant que tel. Ce qui, je pense, ne change pas fondamentalement. Moi, je l'ai utilisé parce que ça permettait d'avoir une antériorité, mais c'est une idée que je me suis fait vis-à-vis des banquiers éventuels quand j'irai les voir pour financer des sujets. Mais aussi bien, ça aurait, je pense, très bien marché si la société avait un cabis de 2017. Et du coup, pour le financement au niveau de la banque, ça n'a pas été trop difficile pour les convaincre Alors, c'est vrai que j'ai eu un mix de plein de choses. J'ai eu, en fait, ça dépend les entrepreneurs, mais il y en a, soit ils arrivent à choper un investisseur unique qui prend leur idée et qui met en fonction d'un business plan. Bon, bah, d'accord, je te mets tant à disposition maintenant sur 3 ans et tu me revends et tu me rends ce que je t'ai investi dans les 3 ans avec des intérêts. Et j'accepte d'avoir des choses des intérêts un peu plus modestes que ce que pourrait te demander une banque. Parce qu'une banque, en fait, si tu vas l'avoir directement, si tu es dans un processus d'incubateur de start-up, comme on les appelle, il y a des facilités de prêt, des facilités de financement. Après, si c'est une banque classique, elle va te demander des fonds propres pour emprunter, donc c'est pas du tout le bon schéma. Il faut essayer de soit initialement l'élément déclencheur de ton entrepreneuriat, c'est justement une personne qui croit un peu en ton idée et qui accepte de t'accompagner. Soit tu vas dans un incubateur et tu peux trouver les mêmes personnes dans l'incubateur également. Mais après, tu peux avoir aussi des sociétés d'assurance, des sociétés bancaires, des choses comme ça qui offrent des prix quand tu pitches, quand tu remportes certaines choses. On en entend quelquefois parler. Donc, ça dépend un peu du secteur aussi où tu te lances. Moi, dans l'immobilier, c'est plus un secteur, c'est un peu moins usuel de voir des startups dans l'immobilier en tant que tel, comme promoteur immobilier. C'est plus un peu dans la nouvelle technologie ou dans d'autres secteurs, dans l'alimentaire, dans la médecine, dans tous ces secteurs-là. Moi, j'ai pas trop dans mon secteur eu d'autres personnes qui avaient fait la même chose, donc j'ai dû un peu trouver une personne qui allait pouvoir m'accompagner. Donc j'ai trouvé la banque BNP qui a suivi après un premier investisseur que j'étais allé récupérer dans mon cercle familial en pitchant un peu mon idée et on m'a dit bah, pourquoi pas. Et donc du coup à partir du moment où ils ont dit pourquoi pas, bah, c'est surtout la banque après qui m'a accompagné et qui m'a dit bon bah on vous met à disposition sur votre business plan, vous demandez tant sur 3 ans. Donc on est d'accord pour le financer et puis au bout de 3 ans, il faut rembourser tant. Et puis on contrôle tous les ans ce que vous en avez fait et la croissance un peu de la société. D'accord, ok. Il y avait Mais il y a une beaucoup de cas. Excuse-moi Manon, je complète. Il y a beaucoup de cas. Moi, j'ai des amis aussi qui ont monté qui ont entrepris à Lyon aussi pour monter des boîtes. Alors il y en a dans la musique, d'autres dans la médecine et d'autres dans le food, donc dans la nourriture. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils ont réussi à trouver on va dire des family office comme on les appelle, des sociétés privées ou des investisseurs qui, en fait, leur métier, c'est d'entendre les entrepreneurs pitcher leurs idées et d'investir dans des startups. Alors, il y en a certaines qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas, et c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner leur vie aussi. D'accord. Et c'est dans les incubateurs que tu rencontres tout ce monde, justement. D'où l'importance de faire partie d'un incubateur. Voilà, exactement. Il y avait une question dans le chat de Pierre qui demande quelle partie de la création reprise d'entreprise fut pour toi la plus compliquée à mettre en œuvre. Bonne question. Moi déjà, je suis passé, ce qui a été pas facile aussi à adapter, c'est que je suis passé d'un salariat dans un grand groupe à une situation à Paris, dans une situation à Lyon, à monter une boîte, donc sans pas de bureau, personne un peu autour de soi. Donc j'ai commencé dans un grenier, comme on appelle, enfin dans un espace dans la maison familiale.
Et je me suis mis à une table avec un ordi, puis j'ai commencé un peu comme ça. Donc, c'est ça que pour moi a été le plus dur, de me retrouver un peu plus seul à prendre des décisions, à devoir me bouger, à essayer de trouver des bonnes choses que si je ne le faisais pas, personne n'allait le faire. Donc, j'ai dû bouger un peu les lignes, essayer de me forcer à aller rencontrer des gens et essayer de faire bouger le réseau que je m'étais fait à Paris pour savoir s'il y avait du réseau à Lyon qui pouvait être pertinent aussi. Et puis après, c'est de se faire du souci tous les mois parce que l'argent que tu as réussi à lever ou à récupérer, il n'est que limité. Et donc, il faut qu'avec ça, tu arrives à transformer et à le faire fructifier. Donc, avec ton travail, créer de l'opportunité pour que ça fasse un peu la pompe d'amorçage. L'idée, c'est ça, c'est que tu es obligé d'amorcer avec ce qu'on te prête. Et généralement, tu as rarement 2 chances, 3 chances, 4 chances, 500. Donc, c'est un peu le début, c'est la première année où le style de vie, puis l'approche, la mentalité, il faut vraiment être complètement différent, être très ouvert, essayer de récolter le plus d'infos, d'être très rigoureux. Et voilà. Et puis, il y a des hauts et des bas, hein, mais je dirais que c'était ça. Au début, ce changement vraiment radical et de se dire que si on ne travaille pas, il n'y a rien qui se passe. Et là, actuellement, du coup, avec le rapprochement avec l'autre entreprise, vous êtes toujours sur le même modèle, donc vous choisissez un peu des immeubles à rénover, à revendre à des investisseurs. Alors moi, j'ai jamais. Alors moi, j'ai jamais vraiment. Alors la première année, ça m'a permis d'avoir un petit levier, donc c'est là où j'ai en parallèle de l'opération neuve de logement où j'ai fait 2 opérations d'immeuble parce que ça m'a permis de faire en fait d'enclencher un peu la pompe plus rapidement parce que le cycle de pouvoir financer en achetant un immeuble, de le restructurer, de le revendre, ça a permis d'avoir un cycle un peu plus rapide qu'une opération neuve. Donc ça m'a permis de créer un petit peu d'automatisme et puis un peu plus de remboursement et un peu de fonds de roulement pour le reste. Mais mon cœur de métier reste la promotion immobilière, donc c'est-à-dire et l'aménagement immobilier, l'aménagement foncier. Et donc, en gros, c'est de trouver des fonciers qui soient construits ou pas construits. Et puis après, de créer une opportunité et de faire travailler une maîtrise d'œuvre pour le rendre viable, construire un objet et essayer d'aller louer ou de vendre cet objet, qu'il soit en tertiaire ou en logement. D'accord. Et ça, c'est un cycle beaucoup plus long, quoi, du coup. Ouais, du coup, on parle sur plusieurs mois, voire années pour. Ah ouais, c'est en moyenne 24. 24 mois, ouais. Donc, tu vois, en 2 ans, 2-3 ans, tu arrives peut-être à faire un cycle. Et je pense que du coup, la promotion immobilière, c'est comme d'autres secteurs, il y a quand même de la concurrence, il y a quand même du monde sur le marché. Donc, comment on fait un peu pour se démarquer, pour sortir C'est une très très bonne question et c'est vrai que j'en ai pas parlé. Surtout quand on est un nouvel acteur comme ça, voilà, arriver à faire son chemin. Alors, moi tout seul, en fait, quand je suis rentré, en plus, quand j'ai fusionné, j'ai pas fusionné, je suis rentré au capital d'autres sociétés, j'étais toujours tout seul. Et dans ma société aujourd'hui, je suis toujours tout seul. J'ai personne. Donc, et c'est dans la société M+M où, en fait, on a embauché des gars et on est aujourd'hui 8. Donc, on est 3 associés et 5 collaborateurs. Donc, en fait, moi, quand je suis arrivé, quand je me suis lancé un peu, je me suis dit, un petit bonhomme tout seul devant son bureau, devant son ordinateur, qu'est-ce qu'il va pouvoir réussir à faire face à ce marché concurrentiel qui l'est encore plus en résidentiel qu'en tertiaire. Je me suis dit, je vais essayer de trouver une niche. Je vais essayer de trouver une niche. Je vais me focaliser soit sur les 2-3 ans, soit en tertiaire, soit en résidentiel. Et d'essayer de trouver une niche où personne ne va et où on répond à un besoin de la société, mais où personne ne va parce qu'on ne gagne pas forcément, c'est pas où on gagne le mieux, on va dire, dans le métier. Et donc moi, j'ai regardé un petit peu, venant de la Haute-Savoie, j'ai regardé un peu le problème qu'on avait en Haute-Savoie. Et l'écart, donc j'ai identifié quelque chose plutôt dans le résidentiel, vu que je me focalisais un petit peu pour essayer de me développer cette compétence-là, qui était plus facile en promotion de commencer par de logement que du tertiaire, parce que le tertiaire, c'est
du B2B. Donc le B2B, il faut vraiment être bien ancré pour pouvoir avoir des capacités de faire des projets, alors qu'avec du résidentiel, c'est du B2C. Donc c'est un peu plus, on peut avoir un peu plus d'opportunités. Et donc moi j'ai regardé un petit peu, donc en Haute-Savoie, il y a un gros problème de logement. Donc où on se rend compte, je me suis rendu compte que le luxe représente peut-être 20% des personnes qui veulent se loger, qui se portent très bien. Le logement social, dans ces zones tendues où le luxe est très très haut, le social, lui, est le même partout nationalement, donc il représente 20%. Et après, il y a un gros écart entre le luxe et le social. Et toute cette étape-là, on va dire, c'est la plupart de la population, la classe moyenne, qui ont du mal à se loger, et encore plus dans les zones où le luxe part très très haut par rapport au social. On voit un petit peu moins en ville, dans les grandes métropoles, malgré qu'on s'en rend compte quand même, parce que des personnes qui gagnent, on va dire, classe moyenne bien leur vie, quand ils essayent de trouver un appartement pour se loger, je pense que tout le monde, même ce soir, ont eu ce problème-là, et j'en parle pas pour les étudiants, et c'est difficile parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, notamment sur du volet locatif. Du locatif, on gagne bien sa vie, on veut louer un appartement dans une ville, on n'a pas envie d'acheter, soit parce qu'on n'a pas les moyens, soit parce qu'on n'a pas envie. Et en fait, on fait quasiment la queue en bas pour pouvoir visiter l'appartement parce qu'il est arrivé sur le bon coin ou qu'il est arrivé sur ce loger et qu'on a envie de le visiter tout de suite et que ce n'est pas un truc insalubre et qu'on se verrait bien habiter dedans. Et donc, comme il y avait beaucoup trop de demandes par rapport d'offres, je me suis dit, je vais créer, à ma moindre mesure, je vais arriver pour essayer de créer un peu d'offres. Alors, dans le résidentiel, il y a beaucoup d'accessions. Tous mes confrères font exclusivement des produits en accession, donc ça veut dire qu'ils construisent pour vendre les appartements à madame ou à monsieur, mais aucun ne fait de produits locatifs, donc c'est-à-dire qu'ils vendent l'immeuble entier à un investisseur et que l'investisseur après cherche à louer sur le long terme tous les appartements, donc avec le même niveau de prestation qu'en accession. Et donc c'est sur ce créneau-là que je me suis penché, parce qu'il n'y a personne qui le fait, parce que du coup, comme tu vends en bloc à une seule personne tout, tu vends de toute façon un peu moins cher que de vendre appartement par appartement à des personnes différentes. C'est mathématique. Donc, la personne qui achète tout, il faut que ça soit un peu rentable. Donc, du coup, elle a une valeur à la sortie qui est l'écart entre la vente à la découpe et la vente en bloc. Donc, je me suis positionné là-dessus. Personne n'en fait. Et que moi, pour commencer, ça m'allait déjà très bien de pouvoir faire comme ça. Je gagnais déjà très bien ma vie. Et c'est encore plus criant cet écart dans les zones tendues, donc dans Haute-Savoie notamment, où le luxe et le social sont encore plus écartés qu'en métropole, où l'écart est un peu plus étroit. Et donc, du coup, c'est là où j'ai fait cette opération de 54 logements, où j'ai trouvé un système sur un foncier pour construire un immeuble, pour pouvoir le vendre. J'ai vendu ça à 2 investisseurs qui ont acheté à 2 en copropriété, et qui maintenant louent tous les appartements, et les appartements sont partis en location en l'espace d'une semaine. D'accord. Donc c'est ce que j'essaie de reproduire. Ça a eu un succès fou, et donc maintenant je me balade un peu partout dans les Haute-Savoie, dans les différentes stations et même un peu en dessous pour promouvoir le même système que j'avais mis en place. Et donc voilà, donc maintenant ça fait des petits un peu partout. Vallée de la Maurienne, Vallée de la Tarentaise, un peu en dessous. Donc voilà, donc ça c'était mon créneau pendant les 3 premières années que j'ai mis dans mon business plan, et tu as raison d'avoir posé la question parce que c'était hyper important que j'en parle et qui a vraiment donné un sens et qui a permis à convaincre mes partenaires financiers de croire en ce système et en mettant un peu d'argent sur 3 ans. Donc c'est grâce à cette opération de 54 logements du coup en fait que ça m'a permis de prouver que le système fonctionnait et de pouvoir amorcer la pompe. Et après, nous, de toute façon, notre métier, mon métier en tout cas, c'est pour chaque projet, j'emprunte. En fait, j'emprunte systématiquement. Donc, j'ai juste besoin de pouvoir avoir un fonds de roulement financier pour pouvoir en mettre un petit peu à chaque fois quand le banquier me demande d'en mettre un peu. Donc, c'est toujours le début qui est compliqué. D'accord, ouais. Une fois que c'est lancé, après, ça roule. Tu n'es pas à l'abri de problèmes parce que dans l'immobilier, quand tu es maître d'ouvrage,
tu as des risques qui dépassent les risques financiers. C'est la loi française qui fait ça et tu as un peu de risques pénals qui viennent se mêler aux risques financiers et techniques. S'il y a un accident, c'est pour toi. Ouais. Malheureusement. Donc, tu es assuré pour, bien évidemment, mais c'est dans toute une réflexion que j'ai appris quand j'étais chez ICAD et que j'ai après transposé chez moi, dans la société tout seul. Mais c'était indispensable que j'ai vu comment fonctionnait tout ça. Bon, j'aurais jamais pu faire ça tout seul au tout début sans connaître un peu les rouages et le fonctionnement. D'accord. Et donc maintenant, j'essaye de continuer ce volet logement et que je me remets à cultiver mon réseau tertiaire et à faire des immeubles de bureaux. Donc maintenant, je fais un peu les deux et puis j'essaie de voir pour grossir parce qu'en plus, maintenant, je fais plus moi les recherches de foncier, la prospection et tout ce travail-là qui est un travail de fond. Et donc maintenant, j'ai monté un tissu où en fait, j'externalise tout ça. Et donc, à force de rencontrer des agents immobiliers, à force de rencontrer des gens qui prospectent, en fait, je leur ai dit, allez battre la plaine, allez nous trouver des opportunités. Et quand vous en trouvez, vous m'appelez. Et moi, j'essaie de voir si ça marche. Si dans ma machine, ça marche, je vous rémunère pour le travail accompli. Et si vous voulez aller plus. Mais donc, du coup, ça me permet d'être tout seul dans ma société et de ne pas embaucher, parce que soit j'aurais embauché, soit j'externalisais, donc j'ai décidé d'externaliser, ce qui me permet d'être plus souple en charge et d'être plus attentif un peu, parce que je suis encore une société, on va dire, nouvelle et pas encore, on va dire, très établie financièrement et à l'abri du besoin, comme on peut dire. Voilà. D'accord. Et ça m'a permis, en passant justement avec le deuxième volet il y a 2 ans avec la société M+M, ça m'a permis de passer un cap, d'avoir une certaine assise un peu plus importante, d'avoir un confort, d'avoir de me structurer, mais de me structurer à travers une société où je suis actionnaire et de m'adosser à 2 personnes qui ont leur carrière derrière eux et leur réussite derrière eux. Donc ça m'a permis de grossir, d'avoir un réseau un peu plus important et de pouvoir avoir un peu plus de confiance des banques et un peu tout le monde, des investisseurs, des choses comme ça. Ok. Mais c'est vrai que à 34 ans et qu'eux, ils ont 50-55 ans, et dans ce monde-là où c'est quand même essentiellement à des niveaux très importants, c'est souvent des gens qui sont un peu plus âgés que moi, c'est vrai que c'est pas facile d'asseoir un peu son... Ouais. C'est un peu le petit jeune qui arrive. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, bon, qu'est-ce que tu veux, c'est le jeu. Exactement. Il y a une question dans le chat aussi de Pierre. Il dit, tu parles beaucoup de ton réseau. Quel a été ton principal canal pour créer ce réseau? Est-ce que l'expérience professionnelle, HEI, les démarches de rencontre ou autre chose? Alors, pour mon réseau, j'avoue, c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut dire, mais j'ai pas eu la présence d'esprit, mais j'ai pas utilisé les réseaux HEI. Voilà. Mais ça peut être une grande source. Moi, j'ai utilisé le réseau que je m'étais fait à Paris, vu qu'ICAD était présent aussi à Lyon. Et après, j'ai surtout utilisé aussi les amis et mon réseau que j'avais, qui n'était pas du tout professionnel, mais à Lyon. Donc, je viens de Lyon avec ma famille et que tous mes amis, tout le monde vient de Lyon. J'ai volontairement grossi le trait d'appeler mes anciens amis de lycée, mes anciens amis que j'ai suivis sur LinkedIn qui étaient sur Lyon, qui étaient à tel poste, dans telle société. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir mon banquier, déjà, qui m'a dit que ça l'intéressait pas tout de suite, donc il m'a présenté quelqu'un d'autre. Et en fait, chemin maintenant, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un et d'essayer de voir un peu qui est-ce qui pourrait m'aider là-dedans. Et puis c'est surtout, moi, ça commençait aussi par prospecter et trouver des fonciers. Qu'en fait, quand tu trouves des fonciers, surtout dans le résidentiel, c'est des personnes particuliers, quoi. C'est pas des sociétés qui détiennent des flux fonciers. Donc, c'est pas très compliqué d'essayer d'aller sonner à leur porte, de récupérer des numéros, de récupérer des adresses et d'essayer de proposer
leur racheter leur terrain et essayer de construire quelque chose. J'ai mon père aussi, qui m'a bien aidé, dans les gens qui connaissaient, dans le secteur de l'immobilier. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Après, voilà, c'est d'essayer de voir toutes les connexions, et tu n'y penses pas forcément, toutes les connexions qu'il peut y avoir juste déjà dans ton cercle, dans ton premier cercle, que ce soit de famille, d'amis et le début de ton réseau professionnel. En fait, les liens, tu te rendras compte que dans ton secteur, le monde est petit et que tu peux avoir plein de connexions qui peuvent se faire en provoquant les choses, en essayant, bon, est-ce que tu ne connaîtrais pas, alors que une personne, un oncle qui est médecin, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui travaille là-dedans qui pourrait m'aider? Ah bah si, justement, je connais quelqu'un que j'ai rencontré. Voilà, tout peut aller assez vite et donc il faut forcer les discussions. Et en fait, moi, pendant 1 an ou 2 ans, j'ai volontairement, chaque fois que je rencontrais quelqu'un, à chaque fois que j'allais voir quelqu'un, bah tiens, tu peux aller voir un tel si tu veux de ma part. Donc à chaque fois, j'allais, qui n'avait pas forcément de rapport avec la promotion immobilière, et ben j'allais raconter mon histoire que je viens de vous raconter aujourd'hui. Et en fait, je balançais un petit peu des petites graines. Alors au début, tu as l'impression que tu perds ton temps et que ça sert à rien. Mais en fait, tu balances des petites graines un peu partout. Il faut que tu en balances le plus possible, au plus de gens possible. Tu balances tout. Et en fait, il y a même des gens qui t'écoutent juste parce que ça les intéresse, mais qui ne peuvent pas t'aider. En fait, tu balances. Moi, voilà, c'est ça. Je balançais des petits graines un peu n'importe qui. J'allais voir des agents immobiliers. Je rentrais dans des agences immobilières. Je glissais l'info. Voilà, je monte ma boîte. Je recherche des fonciers si jamais vous entendez parler. J'allais voir. Moi, j'avais un contact aussi d'un ami qui me disait, bah moi. J'ai un ami qui travaille chez des gestionnaires de patrimoine, donc si tu veux, je peux te donner son contact. Et donc, je suis allé les voir. Et donc, j'ai essayé de voir un peu qui est-ce qui, dans le monde de l'immobilier, un peu toutes les différentes niveaux des échelles. Donc, les architectes avec qui je travaillais à Paris et qui avaient une antenne à Lyon, hop, j'allais voir les architectes, j'allais voir les gens, voilà, toutes les connexions que je pouvais avoir avec de la famille, du réseau, d'un peu tout et n'importe quoi, des amis, même des gens qui avaient mon âge et qui commençaient dans la boîte où ils travaillaient. Bah, je leur disais, mais est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un? Bah oui, moi je travaille chez Bouygues Immo à Lyon, je travaille avec telle archi, je travaille avec telle BET structure, telle BET fluide, telle entreprise. Si tu veux, tu peux aller les voir. Je viens d'arriver, donc je les connais pas particulièrement, mais si tu veux. Et donc, c'est en balançant ces petites graines un peu partout. Je balançais ma petite graine à mon banquier qui m'a dit, bah, j'en parlerai aux autres. Et donc, j'ai balancé mes petites graines. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de fois où les gens te rappellent, où te disent, ah bah tiens, ça m'intéresse carrément. Et c'est pour revenir sur la question d'Amaury, c'était, bah, c'est un peu ton storytelling, c'est ton idée, quoi. Est-ce que ton idée, ça va réussir à captiver et à dire, oh là là, mais c'est hyper intéressant, j'ai envie d'en savoir plus. Et le concept de dire que je me mettais dans une niche que personne ne faisait, que j'essayais de trouver des fonciers pour construire des logements pour répondre à un besoin de la société, à moindre coût, mais en qualitatif, qui n'est pas du social, qui n'est pas du luxe, mais qui répond à une demande, ben, finalement, ça a donné un peu de sens. Et après, voilà, quoi te dire d'autre? Après, tu as la jeunesse aussi. Ça peut les avantages et les inconvénients. L'avantage, bah, c'est que tu as la jeunesse. Donc, quand tu vas voir des gens, bah, faut montrer ta persévérance, ta fougue. Montrer que tu en veux, tu y vas. Et puis, bon, alors au début, tu te payes pas trop, voire tu te payes pas du tout. Et au final, bah, il faut quand même que tu t'attaques. Et puis, au bout d'un moment, tu espères que ça va marcher. Et puis voilà. Et si je peux me permettre du coup de compléter la réponse, vu que ça parle réseau, je me sens un petit peu concernée aussi. Oui, voilà, moi je suis un mauvais élève. Pour le réseau, il n'y a pas de bons ou mauvais élèves, mais c'est vrai que le réseau là, donc on est devenu Juni Alumni, donc le réseau est encore plus grand parce qu'on a aussi les diplômés ISA et tous les étudiants Junia. Il ne faut surtout pas hésiter à l'utiliser pour les créations de boîtes. Nous, en tant qu'association, déjà, on est là pour vous mettre en avant. Donc, autant dans des événements comme ce soir où voilà, on parle du projet d'Alexandre, autant dans des newsletters, etc., dans des posts sur les réseaux sociaux. Si vous avez besoin de financement, on peut vous aider à répartir l'info. Mais aussi et surtout, notre rôle principal, c'est de créer votre réseau grâce à des événements comme ce soir où vous discutez. Voilà, là, vous avez fait connaissance tous ensemble. Demain, si Pierre, tu crées ta société et tu pourras peut-être aller discuter avec Alexandre qui peut-être avec grand finance plaisir. le projet si ça m'intéresse, tu vois.
peut être des choses comme ça. Et il y a des événements aussi, des événements. Là, on a créé des groupes professionnels, donc qui sont sur certains domaines. On a le groupe BTP où voilà, on fait des événements qui sont liés à des thématiques professionnelles. Le groupe immobilier qui sont allés visiter un chantier à Lille la semaine dernière. Voilà, c'est des choses et c'est des événements sur lesquels c'est autant bénéfique pour vous, pour la visite du chantier, comme pour faire des rencontres sur place. Tu peux rencontrer des personnes de Bouygues Immobilier, de Vinci, de telle ou telle marque. Et puis voilà, et des rencontres aussi, ça peut être lors de rencontres aussi assez informelles. On fait des after-work, des repas, des rencontres en région. Et on peut tout autant faire des rencontres professionnelles lors de ces événements informels. Donc voilà, c'est aussi l'occasion. Nous, on est là pour ça, on est là pour créer du lien. Il y a l'annuaire qui est à votre disposition sur le site internet. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser et à nous solliciter quand vous en avez besoin. C'est vraiment, vraiment au début, pour enclencher tout ça, faut passer. Moi, je passais les 3/4 de mon temps à aller des réunions, à aller voir des gens, à appeler des gens, à envoyer des messages, des choses comme ça, en pensant que ça ne servirait jamais à rien. J'avais l'impression un peu de perdre mon temps. Mais ça passe forcément par là. Et moi, après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, essayez de vous appuyer le plus possible sur votre famille, pas forcément au niveau professionnel s'ils le peuvent, mais tant au niveau aussi personnel, au niveau de votre équipe, parce que quand vous allez vous lancer, voilà, moi j'étais tout seul. Heureusement que je me suis appuyé un peu sur mon père qui était à la retraite, donc qui avait un peu de temps à me consacrer. Mais faut pas se voiler la face en disant qu'on peut y arriver tout seul. Il faut essayer le plus possible de s'appuyer sur des gens, de poser des questions. Et puis il faut s'armer de patience et de force, de répétition, d'y aller, de répéter toujours la même chose, et au bout d'un moment, normalement, ça devrait avancer. J'ai une question par rapport à ton métier. Et déjà, Alors parle un peu plus fort parce que je t'entends pas. C'est mieux là? Excuse-moi. Ouais, je disais, j'ai une question par rapport au métier de promoteur et notamment les premiers fonds que tu as dû trouver. En fait, du coup, tu as fait une VFA ou comment ça a fonctionné? Enfin, j'imagine que tu n'avais pas le budget pour construire 53 logements. Ah non, ouais. Donc, comment tu as réussi ça? Alors ça, moi, c'est un schéma que j'ai appris, que je faisais déjà. Il y a très peu de promoteurs en France, voire quasiment pas, même les nationaux, qui construisent avant d'avoir vendu. C'est très rare. Ça s'appelle une opération en blanc. Et donc, c'est très rare. Parce qu'un promoteur n'a pas forcément énormément de fonds. Il joue sur un fonds de roulement. Donc, en fait, moi, je ne construis pas tant que je n'ai pas vendu. Donc, en fait, je vends sur plan. Donc, tu as tout à fait raison. Donc, soit je fais des BFA, soit des VFA. Donc, des BFA, c'est des bails en l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire que moi, j'ai déposé on va dire que je signe une promesse pour de l'avoir financé. Et quand j'ai déposé un permis de construire et que je l'ai... C'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ça a sauté un petit passage, mais là, c'est bon. Ah. Et donc, en fait, je signe une promesse. Donc, je promets d'acheter un terrain sous condition d'avoir un permis de construire et d'avoir financé l'opération. Donc, en fait, moi, ce que je mets à risque, c'est le moins de frais possible pour avoir ce permis, cette autorisation de construire. Et sur la base de cette autorisation de construire, d'essayer de le vendre. Et donc, je vends sur plan. Donc, ça veut dire que je vends en l'état futur d'achèvement, donc en VFA, ou je le loue en l'état futur d'achèvement. Donc, je loue ou je vends sur la base d'un vente. C'est bon, vous m'entendez ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc voilà, et donc quand j'ai signé, en fait, après, le banquier me suit. Parce qu'à partir du moment où j'ai une promesse de quelqu'un qui veut m'acheter mon immeuble, le banquier me dit, si tu as déjà quelqu'un qui te promet de te l'acheter, moi j'ai juste besoin un petit peu de fonds entre le moment où j'achète le terrain et le moment où je le vends, parce que je ne peux pas vendre tant que je ne l'ai pas acheté. C'est la loi française, donc du coup j'ai un petit frottement à faire. Généralement j'essaie de le faire le même jour, ça j'ai pas besoin. Et puis sinon, le banquier, lui,
Après, il fait ses exigences. Et du coup, mince, on est sorti de là. Oui, du coup, au niveau financier, ton risque financier, comment tu le gères, enfin, par rapport notamment au montant des travaux? Ouais. Et si tu fais une VFA, j'imagine que tu as un prix fixe de vente, ou alors Ouais. est-ce que tu estimes, ça marche en fourchette, comment ça? Non, moi, c'est un prix fermé forfaitaire et je fais la même chose avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais combien je le vends, je sais combien ça me coûte de le faire. Et après, chacun, alors soit moi, je prends mon risque en faisant du corps d'état séparé. Donc, ça veut dire c'est moi qui prends le risque de construction, du coup. Et donc, au début, je prenais pas ce risque-là pour les premières opérations. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, j'essaie de pousser en entreprise générale parce que ça me permet de donner le risque à quelqu'un d'autre. Et donc, la première opération, je l'ai fait avec le groupe Vinci qui m'a signé le truc. Global et forfaitaire, je ne me suis pas posé de questions. Et puis, même chose pour le client. Et si le client veut changer quelque chose, j'ai une capacité de le refacturer. Je dis au client, ça va coûter tant de plus. Je demande à l'entreprise, ça coûte combien? Il me dit tant. Puis voilà, et puis ça marche comme ça. Et du coup, au niveau conception du projet, au niveau entreprise générale, j'imagine que tu la mouilles assez vite dans le sujet. Parce Ça que... dépend. Ça dépend. C'est une bonne question, ça aussi, ça dépend. Soit je fais du gré, ça s'appelle du gré à gré, soit je fais du gré à gré où en fait où je l'intègre tout de suite dans la phase de développement et la phase du permis de construire. Comme ça, ils mettent un peu d'heures aussi, eux, pour viabiliser un peu le sujet. Et eux, ils ont en gros l'assurance que si l'opération sort, si j'arrive à la vendre, le projet est pour eux. Et puis dans d'autres cas, je fais mon opération, je le vends et quand je l'ai vendu, je fais un appel d'offres pour savoir lequel des entreprises générales peut être la plus compétitive sur mon projet. Le style. C'est une question de risque. Parce que quand tu as promis de le vendre, normalement 90% du boulot est fait. Parce que nous, en tout cas mon boulot il est fait. Il reste le boulot de l'entreprise pour le réaliser, mais c'est un peu moins mon travail à moi. Et quand je suis dans ce cas-là, quand j'ai vendu, il faut que j'ai pu être très précis sur combien ça va me coûter à faire. J'ai une idée très précise de mon prix de revient pour avoir mon prix de vente, pour savoir combien je vais gagner. Sinon, je travaille pour des prunes. Et voilà. le côté, parce que tu parlais d'une opération de 54 logements et après tu parles de 4 logements en REA. Ouais. Du coup, c'est pas trop les mêmes types de Pas du sujets. tout. Comment tu te positionnes toi par rapport à justement à ces différentes tailles de chantier? C'est quoi ton idée? Alors, moi, mon cœur de métier, c'est la promotion. Donc, ça veut dire acheter un terrain, construire du neuf et de faire avec soit une entreprise générale, soit du port d'état séparé dans un schéma que j'ai appris à faire chez ICAD. L'idée, le fait d'essayer de se positionner sur un immeuble pour pouvoir faire de la restructuration et de revendre après chaque lot, ça m'a permis, c'était plus une idée que j'ai eue tout de suite. En fait, une opportunité, on m'a appelé pour me dire vous étiez venu me voir tel jour, pour me dire que vous étiez possible, vous lanciez, que vous étiez possiblement intéressé sur des immeubles ou des terrains. Voilà, j'ai une famille qui vend un immeuble à tel endroit, est-ce que ça vous intéresse? Et en fait, moi, j'y ai vu une opportunité de pouvoir faire un schéma plus rapide que la construction en elle-même, qu'un projet de construction. Parce qu'un projet de construction, c'est toujours plus long, beaucoup plus long. Là, j'ai vu une opportunité, donc je suis allé voir, mon banquier et je suis allé voir tout le volet un peu familial qui m'accompagnait. Et j'aurais dit, voilà, on a un immeuble à tel endroit, il faut mettre, j'avais tout structuré, comment il fallait faire. Et j'aurais dit, voilà, en l'espace d'un an, j'ai là, pour le coup, c'est pas une entreprise générale, c'est un indépendant. Donc, on peut le voir d'ailleurs, nous, à titre perso, quand on veut refaire nos appartements, de temps en temps, il y a plein de petites boîtes qui se sont créées, qui sont des mini-entreprises générales, qui sont des gars généralement des maçons, qui en fait se portent un peu interlocuteur unique pour refaire un appartement.
Donc, ils ont un pote électricien, un pote plombier. Et en fait, ils te garantissent de refaire tes. Ouais, c'est assez simple comme travaux. Et donc, je suis passé par ces petites boîtes-là parce que j'avais un ami qui était passé par cette boîte-là pour faire son appartement à Lyon. Et je lui ai dit, est-ce que ça pourrait l'intéresser d'en refaire 14 ? Et donc, je l'ai appelé. Il m'a dit, ouais, c'est un peu gros, mais pourquoi pas si on l'échelonne. Je lui ai dit, très bien, moi, je veux que d'ici, je veux en un an, tu aies fini tout. Et comme ça, moi, je commence. Et puis, quand on a fini un, bah, je le vends et ainsi de suite. Et donc, finalement, on a fonctionné comme ça. Et d'ailleurs, après, j'ai pris cette personne-là. Après, j'ai arrêté parce que j'en fais plus, du coup. Maintenant, j'ai la pompe qui est un peu amorcée. Donc, maintenant, j'essaye de trouver des terrains pour faire de la construction. Et puis maintenant, avec mes associés, j'ai passé encore un cap supplémentaire. Donc, eux, ils apportent aussi, à l'âge de 50 ou 55 ans, ils apportent aussi un volume et un réseau qui n'est plus le même. Donc, j'ai pu me greffer à leur réseau, donc ce qui est très bien. Et d'ailleurs, ce gars-là, je l'ai recroisé je ne sais plus quand. Et je voulais refaire ma cuisine chez moi, pour tout te dire. Et donc, j'ai passé par lui. Il m'a dit, ouais, pas de problème si tu veux. Donc, c'est vraiment des connexions. On en parlait tout à l'heure du réseau. C'est vraiment des. En fait, c'est passé. J'ai pu faire ce truc-là parce que j'ai prouvé au banquier et à l'investisseur qui me suivait, familial, de dire bon, voilà, j'ai un business plan, voilà, j'ai une entreprise, il a déjà fait ça, ça va me coûter tant, ça va faire ça, ça va coûter tant, je vais le revendre tant, donc j'aurai ça, dans un an, je vous rembourse. Et avec une soult. Et puis, moi, ça me permet de. Et je suis parti parce que mon ami avait refait son appartement et que je l'ai vu je ne sais plus quand autour d'une bière et que je lui ai dit est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un, une petite boîte qui fait des bâtiments pas trop chers parce que je ne peux pas prendre des gros. Il m'a dit tiens, si tu veux, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, moi, il avait bien bossé. Au final, il a très bien bossé. Donc, je ne l'ai pas refait bosser depuis, mais je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Oui, tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Il est déjà 20h, donc on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à reprendre contact avec Alexandre n'hésitez pas. sur LinkedIn ou autre. Il répondra à vos questions avec plaisir. Et moi, je vais terminer par vous remercier d'avoir participé. Merci beaucoup, Alexandre, pour avoir partagé ton expérience. C'était super enrichissant de voir tout ça. Et j'espère que ça vous a plu. Pour les prochains rendez-vous, apéro at home, il y en a un prochain le 6 octobre avec Louis Noël, qui est un diplômé ISA, champion de paratriathlète. Il va nous parler de sport et nature le 6 octobre. Et le 20 octobre, c'est Tom Bertrand, HEI 2016, si je ne me trompe pas, qui va nous parler de son projet, du coup, qui est entrepreneur et qui a créé Swoop. C'est du coup une poudre pour faire des boissons pétillantes naturelles. Voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur notre site pour vous inscrire. Et puis voilà, il est 20h, donc je vais arrêter ici. Je vous remercie une nouvelle fois. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, en espérant vous revoir bientôt sur d'autres événements. Merci beaucoup. Merci à tous. beaucoup. Merci Alexandre, merci Manon. Merci à tous. Et puis le maître mot, voilà, c'est d'essayer de trouver les gens qui croient en votre idée et en votre storytelling, comme on m'a appris à lire. Exactement. Il y a des quelqu'un qui croit en vous, qui vous accompagne, c'est plus. Remerciements de Pierre dans le chat, qui dit que c'était super intéressant et très profitable pour du coup la coloc. Un grand merci. Si j'ai pu aider, c'était le but alors. Parfait. N'hésitez pas, du coup, vous avez compris, le réseau, on se connecte sur LinkedIn, etc. Et puis, s'il y en a qui travaillent dans le bâtiment, parce que je crois que j'en ai vu qui travaillent un peu dans le bâtiment, si à l'occasion, on a des possibilités de synergie ou des choses comme ça sera avec plaisir. Si vous avez des antennes sur Lyon, des opportunités, ça sera avec plaisir. Si tu veux construire sur l'île, tu peux, à ton service. Je ne monte pas encore à Lille, mais bon, c'est pas. Qui sait. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt.